Une pénurie de médicaments qui fait augmenter les prix, une collaboration entre forces de l'ordre et chasseurs et des pailles toujours plus polluantes. Voilà les sujets du jour. Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Réfractaire, votre émission d'actualité nationale et internationale. On est le mardi 5 septembre et c'est notre deuxième vidéo de la quotidienne. Vous nous retrouverez chaque jour de la semaine à 18h sur la chaîne YouTube Actu Réfractaire, la page Facebook du Canard Réfractaire et la version podcast est aussi disponible en description. Cette émission, c'est votre outil, alors servez-vous-en et partagez-la au maximum. Allez, c'est parti. Les pénuries de certains médicaments vont amener à des augmentations de leurs tarifs. En échange, les laboratoires pharmaceutiques s'engagent à en produire ou en acheminer davantage pour la France. Une information qui fait grincer beaucoup de dents au vu du niveau de l'inflation déjà très haut qu'il y a en France. Alors le gouvernement a donc accepté une augmentation de 10% du tarif de l'amoxicilline, antibiotique le plus vendu en France. Le médicament est en pénurie depuis plusieurs mois. En échange de l'augmentation du tarif, Biogarant et 12 autres labos s'engagent à fournir 13% de boîtes supplémentaires aux pharmacies françaises. Le ministère de la Santé espère signer des accords de ce type sur d'autres principes actifs. Biogarant, de son côté, indique avoir 150 références sur lesquelles ils perdent de l'argent. Les négociations porteront aussi sur ces références. Mais est-ce que les laboratoires ne profitent pas un peu de leur situation pour en tirer profit ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour ça, on va revenir un peu en arrière. Confinement, masques, hôpitaux saturés et vaccins. Le Covid a permis à plusieurs laboratoires de voir leurs bénéfices exploser. Et pas juste parce qu'ils ont trouvé des vaccins et des traitements en premier, non. Pfizer, par exemple, avait envisagé de vendre son vaccin à 100$ pièce. Bon, finalement rapporté à 20$, ce qui l'a pas empêché de faire 36 milliards de dollars de bénéfices. Et pour cause, la recherche a été conduite par BioNTech, une start-up allemande largement subventionnée par l'État allemand et la Commission européenne. En fait, Pfizer n'a apporté que ses capacités de production à l'opération. Selon une étude de la People's Vaccine Alliance, Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont fait $1000 de profit à la seconde avec les vaccins pendant la crise. À l'époque, il n'y avait pas de pénurie, mais une demande très forte. Les labos ont donc refusé de lever les brevets, ce qui aurait permis une production par n'importe quel laboratoire. Et tout ça alors que Médecins sans frontières avait identifié plus de 100 sites dans le monde capables de produire. L'autre argument des groupes pharmaceutiques était que la recherche et le développement ne leur apporteraient rien dans ce cas. Sauf que les grands groupes ne font presque plus de recherche. Ils se contentent de signer des partenariats avec des startups ou bien de les absorber. Ces startups sont largement financées au travers de subventions publiques et indirectement par les crédits d'impôt recherche. La recherche est donc payée par les États qui ensuite doivent payer une marge immense aux grands groupes pour obtenir leurs produits. Il n'y a donc aucune transparence de la part des laboratoires sur l'utilisation de leurs fonds. On ne sait pas quelle proportion de leurs fonds sont investis en marketing et quelle proportion dans la recherche. Et dans le cadre d'une demande forte comme pour l'amoxicilline, les labos ont tout intérêt à livrer moins pour organiser la pénurie. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de restructuration de leur production pour fournir les 13% supplémentaires. Cette pénurie organisée va aboutir à des négociations financières pour augmenter la production en échange d'une augmentation du coût aux consommateurs. Le gouvernement mexicain a tenté de refuser ces conditions. Les laboratoires ont augmenté les pénuries en médicaments. La France rentre dans des négociations tarifaires, mais cherche aussi à relocaliser la production de principes actifs. L'usine Sequence de Roussillon dans l'Isère va produire d'ici 2026 la moitié du paracétamol européen. Le projet coûte 100 millions d'euros, mais il est en partie subventionné par l'État. Le PDG de l'entreprise a même déclaré: le coût du projet sur le paracétamol est d'environ 100 millions d'euros, dont près d'un tiers est financé par l'État. Sans cette subvention, nous ne l'aurions jamais fait. Le plan France Relance prévoit déjà 18 relocalisations de sites de production de médicaments. Mais bon, ça va permettre de produire que 35 des plus de 5500 principes actifs autorisés sur le marché français. Alors les labos sont prêts à augmenter leur capacité de production locale, mais à condition que l'État français continue ses aides aux entreprises et fasse un effort sur les prix de vente jugés trop bas. Visiblement, les subventions, les crédits d'impôt recherche, les baisses d'impôts sur la production et les mises sur le marché accélérées ne suffisent pas à contrôler la production des industriels privés. Les décisions des industriels du médicament sont donc orientées non pas vers la recherche par tous les moyens, mais plutôt vers l'augmentation de leurs marges.
Et ouais, le besoin des patients, c'est pas leur priorité. Pour les militants de l'accès aux soins, il est essentiel de créer un bien commun autour du médicament. Pour sortir de la course au profit, il faudrait, selon eux, relocaliser, mais surtout rendre publique la recherche et la production des médicaments. La loi de finances de la sécurité sociale, qui sera votée cet automne, ne prévoit pas de publicisation du médicament. Au contraire, elle va prévoir l'augmentation de la participation des patients aux frais de santé, et notamment des médicaments. On vous en reparlera. En France, la gendarmerie demande de l'aide à des chasseurs pour encadrer et contrôler un rassemblement religieux. Jusqu'au 10 septembre se tient en Moselle un rassemblement évangélique de tziganes évangélistes protestants. 400 gendarmes sont déjà prévus pour encadrer les 40 000 personnes attendues. Selon la Fédération des chasseurs, la gendarmerie leur a demandé d'apporter leur soutien pour encadrer l'événement. La préfecture, elle, dit n'avoir fait aucune demande d'aide à la sécurité. La fédération appelle ses adhérents à surveiller à la jumelle, depuis les miradors, des actes de braconnage. La chasse est interdite à proximité immédiate du rassemblement, mais autorisée dans une zone plus large. Pour justifier cette demande, la fédération dit que cela permet aux chasseurs dans les miradors de tirer sur des animaux qu'ils verraient dans leur périmètre de garde. Le risque étant que les chasseurs surveillent directement à la lunette de visée de leur fusil et tirent sur des pèlerins. Alors pas de risque toujours selon la fédération, puisque selon eux, un chasseur formé à la sécurité ne surveille pas à la lunette de visée. Et pourtant, un chasseur mosellan avait perdu définitivement son autorisation en 2022 après avoir confondu un chasseur et du gibier depuis son mirador, entraînant la mort du chasseur. En 20 ans, c'est 400 tirs accidentels de chasseurs qui ont ainsi amené à la mort de personnes. Voilà donc une information qui montre le renforcement des relations entre l'État et les chasseurs, qui font partie des rares groupes possédant des armes à feu en France. Le gouvernement Macron a d'ailleurs subventionné massivement la chasse et ses fédérations lors de son mandat précédent. Ce qui avait valu au président candidat un soutien dès le premier tour du puissant président de la Fédération nationale de la chasse, Willy Schraen, ainsi que son appel au calme pendant les mouvements des Gilets jaunes. On en avait parlé dans une vidéo du Canard. Cette invitation au dispositif de sécurité arrive après la petite polémique de la loi de sécurité à la chasse de janvier 2023 qui avait interdit aux chasseurs la pratique sous l'emprise de l'alcool, ce qui n'avait pas manqué de faire réagir dans les fédérations locales. Les pailles en papier sont plus polluantes et dangereuses pour la santé que les pailles en plastique. Une étude de la revue Food Additives and Contaminants, datée du 24 août, a analysé 39 marques de paille. Elle en a déduit que tous les types de paille, excepté celles en inox, contiennent des perfluoralkylés et des polyfluoralkylés. J'ai l'impression d'avoir dit la même chose. Bref, on va dire PFAS pour faire plus facile. Les pailles en papier comportent 3 fois plus de PFAS que les pailles en plastique. Et qu'est-ce que c'est que ce PFAS ? C'est un polluant chimique éternel qui reste dans les corps et se propage dans la nature. En fait, ils sont utilisés pour rendre les pailles imperméables. Mais une contamination forte au PFAS peut engendrer des cancers, des dysfonctionnements hépatiques, de l'hypothyroïdie ou même une diminution de la réponse immunitaire aux vaccins. Pour rappel, ces pailles, elles se sont généralisées après l'interdiction des pailles en plastique en janvier 2021. L'interdiction des pailles plastiques, elle était censée protéger l'environnement et notre santé. Mais on se rend compte que les politiques publiques n'ont pas pu prévoir que leurs remplaçantes seraient tout aussi, voire plus dangereuses. La solution selon une étude, les pailles en acier inoxydable réutilisables. Ou pas de paille du tout, Et pour finir, on vous informe, juste de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Et ouais, ça y est. Les décrets s'appliquent depuis le 1er septembre. L'âge légal de départ va passer à 62 ans et 3 mois pour les personnes nées en 1961. Et le seuil va augmenter jusqu'aux 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968. La suppression d'une grande partie des régimes spéciaux, notamment ceux des gaziers, des égoutiers et de la RATP, sont supprimés. La réforme avait pourtant mobilisé des millions de travailleurs au printemps dernier. 93% des actifs y étaient opposés. Mais le gouvernement a pu gagner à force de répression des grèves et des blocages, mais aussi de la réquisition des travailleurs les plus fortement mobilisés, comme les éboueurs et les énergéticiens. Même si l'unité syndicale n'a pas permis de victoire, des liens forts se sont créés entre les gens. Ces liens permettront de repartir plus rapidement en lutte lors des batailles à venir. Et nous verrons ça le vendredi 13 octobre puisqu'il y a un appel à mobilisation pour les salaires et l'égalité entre les genres.
C'est là-dessus qu'on termine notre quotidienne. Si ce contenu vous plaît, partagez la vidéo au maximum et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, amis réfractaires, bonne soirée à vous et à demain 18h pour votre prochaine analyse critique de l'actualité. Ciao! Quack.